bienvenue. Voilà le nouveau film de notre série Les Maîtres du Son. Et avant que je vous présente la personne à qui je vais parler aujourd'hui, je vais vous raconter une toute petite anecdote. J'ai déménagé ici dans la région sud de la France il y a 6 ans. Et bien sûr que mon piano s'est déménagé avec moi. Et puis, après le déménagement, bien sûr que j'avais besoin d'un accordeur. Donc j'ai invité un, ça ne me plaisait pas parce que ça restait faux. Deuxième, ça ne me plaisait pas, ça restait bon, ça ne me plaisait pas. Et puis, quelqu'un m'a donné les coordonnées de M. Philippe Estier, à qui on va parler. Et là, cette personne m'a vraiment étonnée. Parce que j'ai rencontré pas mal des accordeurs et c'est une seule personne qui m'a montré en fait une sorte de mystère de ce métier. Je vous explique en 2 mots. En fait, les 3 ans précédents, j'avais pas trop envie de jouer mon instrument et je me suis même posé la question si j'étais un peu fatiguée de mon instrument. Mais le fait c'était que mon instrument était désaccordé et puis ce que faisait Philippe Estier, c'était de m'accorder à mon instrument, je retrouvais mon instrument et pour ça, je suis très contente et très remerciante à ce monsieur qui est l'accordeur sur Valbonne, sur la Côte d'Azur. Là, je veux en fait vous poser quelques questions parce que notamment c'est un peu un métier de mystère. Pas mal de gens pensent que c'est quelque chose d'assez facile, même ils pensent qu'on peut prendre un petit accordeur électronique et puis comme ça on accorde l'instrument, mais nous savons que c'est pas vrai. Hein. Non, alors effectivement, je vous remercie de m'avoir invité. L'idée de vouloir accorder soi-même son piano, les musiciens en sont vite dissuadés. Alors, tout appareil qui, soi-disant, est un accordeur électronique ne remplace pas une oreille exercée, entraînée, pour diverses raisons. Et à cela, on ajoute aussi une chose, c'est que le geste lui-même, la tenue de la clé, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas du jour au lendemain. Alors, on peut s'amuser comme ça, tant bien que mal, à régler son piano, et pour s'apercevoir au bout d'un moment que, quand bien même on se rapprochait de la justesse, l'accord ne tiendra pas forcément dans le temps. Philippe, dites-moi déjà, parce que notamment dans votre métier, il y a 2 parties. Il y a la partie mécanique, tout ce qui est le mécanique de l'instrument, il faut le surveiller aussi. Et il y a cette partie du son. Et vous-même, êtes-vous musicien? Alors, je n'ai pas bifurqué, si vous voulez, du stade de musicien pour devenir accordeur. Non. J'avais des notions de musique, mais dès le départ, c'est ce métier qui m'a attiré. D'ailleurs, à l'âge un peu crucial de 19 ans, puisque c'est l'âge limite, disons 20 ans, pour pouvoir rentrer dans cette école qui se trouve actuellement au Mans, qui est une très belle école. À l'époque, les bâtiments étaient moins luxueux qu'aujourd'hui. Il y a des écoles et vous avez fait l'école d'accord. Oui, j'ai fait cette école qui prenait 3 ans. À l'époque, c'était dans les années 79-80, je pense. Voilà. Et puis, pour l'instrument, est-ce qu'il y a une différence, par exemple, quand on accorde l'instrument, bien sûr qu'on ouvre les couvertures, les tableaux d'harmonie, etc. Mais est-ce qu'il y a une différence, à votre avis, entre l'instrument fermé et l'instrument ouvert, en ce qui concerne l'accord, entre le piano droit et le piano d'accueil? Est-ce qu'il y a une grande différence? Piano accueil, vous voulez dire? Oui. Différence entre piano droit et piano accueil, le travail, je dirais, va prendre la même durée. Le temps qu'on va passer sur l'instrument sera identique, mais la nature du travail ne sera pas tout à fait la même, étant donné que
avec des pianos à queue, on a quand même on entre dans une gamme d'instruments souvent supérieure, et donc on va affiner beaucoup plus, je dirais, sur un piano à queue. Encore faut-il qu'il ait été entretenu un minimum régulièrement. Mais comment la gamme supérieure, il y a plus des harmoniques, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est une question de finition. C'est une question de finition, et tout est important. La qualité des bois, ce qu'on appelle le plan de corde, la forme du chevalet, la charge du piano. Ce qu'on appelle la charge, c'est la force exercée par les cordes au niveau de la table d'harmonie. Tout a une importance cruciale pour arriver à restituer un son le plus précis, le plus fin. Quand je dis le son, c'est plutôt le timbre qui permet justement un accord assez pointu. Et c'est notamment à vous, l'accordeur, de restituer ce timbre, d'accorder l'instrument en oui, tout. Oui, c'est-à-dire que partant d'un instrument qui a une définition sonore au-dessus de la moyenne, on va réussir également à faire un accord au-dessus de la moyenne. Si je tombe sur un piano avec un son un peu brouillon, un peu flou, des étouffoirs qui mélangent un peu les sons, etc., bon, on va réussir à faire quelque chose, c'est sûr, mais juste, plus ou moins juste, un peu plus juste, etc., finalement, on ne sentira pas grande différence. Alors que dès qu'on passe sur un instrument avec une définition de son, je dirais, supérieure, alors là, la qualité de l'accord va pouvoir se savourer. Et pour vous, ça se fait beaucoup de plaisir d'accorder ces instruments-là de qualité supérieure, j'imagine. C'est vrai. Il y a quelque chose qui est plaisant. Parce qu'on va vraiment affiner, on va vraiment aller vers la beauté du son. Et puis le résultat final est aussi la qualité de l'instrument, la qualité intrinsèque de l'instrument. Si c'est un Steinway, un Bösendorfer, voilà, ou même de très très beaux Yamaha, et chez Kawai aussi, il y a des très très bons instruments. Et Philippe, bon, l'accordage, ça se commence par où? Ça procède comment, en fait, de point de vue de vous? Puisqu'il y a notamment, il y a pas mal des préjugés, des idées erronées par rapport à bon tempérament, par exemple. Il y a des gens qui pensent que bon tempérament, c'est quelque chose de faux. Et même que le tempérament naturel, c'est mieux, et même mieux pour la santé. Mais au piano, on est forcément dans l'accord de bon tempérament. Oui, le clavier bien tempéré, bon ben, on sait d'où ça vient. Hein, c'est à l'époque, c'est Jean-Sébastien Bach avec son accordeur, justement. Ils étaient tous les deux et ils ont cherché une forme d'accord qui permettrait de jouer dans toutes les tonalités. Et donc, à partir de là, on a privilégié la justesse de l'octave. Donc on commence par les octaves. Alors, c'est-à-dire que c'est ce qui comptera, c'est d'avoir des octaves justes. Mais pour ça, on est obligé de compresser les quintes et d'élargir les quartes. C'est assez subtil, mais si vous voulez, à une époque on faisait des accords en quinte juste, en imaginant qu'on mette des quintes justes bout à bout, on va se retrouver avec un Do du bas et un Do du haut, par exemple, qui vont être décalés. Donc, pour pallier à ce problème, on a fait cette sorte de compression, expansion des quartes et des quintes. Et ça, c'est d'ailleurs aussi ce que se produit ici. Si on prend une note basse, des contrabasses dans l'orchestre et le bois une note haute, ça sera aussi décalé, n'est-ce pas? Alors, parce que, notamment grâce à l'accord naturel. Oui, alors dans l'orchestre, moi je dirais qu'un orchestre il est toujours faux, mais agréablement faux, on va dire. Faux. Pourquoi? Eh bien parce que l'accord bouge de tous les instruments en cours de route, étant donné que la température peut changer avec la présence du monde dans l'opéra, par exemple. À l'entracte, on n'a pas la même température qu'au tout début du concert, et donc chacun est apte aussi par rapport à son oreille, c'est-à-dire que le clarinettiste va orienter plus ou moins sa clarinette pour pouvoir retrouver une sorte de justesse. Et donc là, c'est quelque chose d'inné un petit peu chez les musiciens, à force
d'habitude, bon, il n'y a que le piano, lui, le piano reste, il faut espérer qu'il reste à peu près stable au niveau de l'accord, mais les autres instruments bougent, c'est certain. Ouais. C'est certain. Oui, le piano bouge aussi, surtout si on bouge Alors, entre les régions du voilà. pays, etc. Le piano et bouge, aussi quand il y a des concerts en extérieur également. Ouais. Et donc, j'ai remarqué que quand vous avez fait l'accordage, que vous avez donc commencé par les octaves et après vous êtes allé pour les quintes, les quartes. Et là, j'ai remarqué que vous aviez cherché, à mon avis, de ce que j'ai vu, que vous avez cherché une richesse de la sonorité de ces intervalles, comme si vous aviez cherché des harmoniques. Est-ce que c'est quelque chose de conscient? Est-ce que vous cherchez un certain nombre d'harmoniques, que ça s'ouvre, ou c'est quelque chose que vous faites par intuition? Disons que c'est quand même quelque chose d'assez technique. Un accordeur écoute toujours deux sons simultanés. Il n'est pas là avec sa clé en train de monter et descendre une corde avec un son qui lui tombe du ciel. Non, non. Il écoute un intervalle, que ce soit l'intervalle de son propre diapason 440 avec le La 220 du piano, ça reste un octave. Et par la suite, ce qu'on appelle la partition, la manière d'établir 12 demi-tons égaux au départ, entre le Fa et le Fa. Bon, mais il y a une petite science pour créer ces 12 demi-tons. Et c'est assez technique, à savoir qu'on n'a pas beaucoup de choix. L'accordeur n'a pas tant de choix que ça pour faire soi-disant le son beau ou plus ou moins comme ci ou plus ou moins comme ça. Au départ, c'est vraiment une division de 12 demi-tons égaux. Alors pour ça, effectivement, on cède des intervalles comme la quarte et la quinte, mais surtout, ce qui est important pour moi, enfin, dans la partition que j'utilise au départ, c'est d'entendre la progression des tierces. Donc, Fa, La, Do dièse et Do dièse, Fa. Et après, on vient se servir de ces notes de départ avec des contrôles de quarte et de quinte pour établir la partition. Donc c'est comme ça que vous avez fait pour ouvrir le... Bon, c'est pas le piano de queue, c'est un bon Petrov quand même. C'est un Petrov, c'est assez riche au niveau du timbre, oui. et ça fait plaisir aussi d'avoir un son un peu rempli, un peu plein. Parce que après que vous êtes parti, j'ai commencé à jouer mon Bach, et là j'étais absolument bouleversée parce que j'avais l'impression que je joue de l'orgue quand je joue, qu'il y a vraiment des basses, il y a vraiment une richesse de timbre qui s'est ouverte grâce à cet accordage. Alors, il y a le petit touch personnel, c'est assez subjectif, on va dire. C'est surtout, ça va jouer surtout dans les extrêmes. C'est-à-dire quand on va vers la droite du clavier, si vous voulez, l'oreille humaine, elle a un défaut, c'est qu'elle ramène les sons vers le centre. Donc, pour pallier à ça, l'accordeur lui-même va accorder volontairement plus haut certains octaves les derniers, certaines notes les dernières. Le violoniste le fait instinctivement, mais il le fait parfois trop pour donner une sorte d'éclat, de brillance. C'est des fois un peu limite, mais il le fait quand même. Bon, alors l'accordeur, si vous voulez avoir un arpège qui soit chantant depuis le centre du piano jusqu'aux dernières notes, il va falloir quitter ce principe du 220, 440, 880, etc. On va forcément élargir les dernières octaves. Mais c'est très subtil, c'est très fort. Et ça, vous faites à l'oreille, n'est-ce pas? Oui. Et là, c'est la couleur de la note qui vous parle. C'est ça. Alors, parce que même si ça décale au niveau des fréquences, la couleur doit rester exacte. Et là, on parle de langage de l'oreille absolue, notamment, parce que... j'ai un exemple à vous donner. J'ai entendu à la radio une fois un musicien qui s'appelle Stevie Wonder, qui a commencé à jouer sur un piano et ça allait très bien. Et après, dans le même morceau, il y avait un solo de synthétiseur qui, lui, était accordé de manière
arithmétique, justement, 220, 440, 880, etc. Et donc là, quand il est resté dans le médium, ça allait, mais dès que sa main est partie sur la droite du clavier, on se dit, mais c'est trop bas, mais c'est bizarre, ça sonne bas. Alors que quand il prend son harmonica, il fait monter le son. Et là, du coup, l'oreille est... on reconnaît la beauté du son. Donc c'est l'oreille finalement qui compte. C'est l'oreille, oui, c'est l'oreille qui compte. Mais... Et là, notamment, je veux vous poser une question que, bon, quand pour les musiciens, pour les absolutistes, l'oreille absolue, on peut avoir des bons jours et des mauvais jours. Les jours quand on entend le tout, d'autres jours quand on entend peu ou même on se sent un peu sourd. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut poser le problème à un accordeur? Ce qui peut poser le problème à un accordeur, c'est de vouloir travailler en ayant la fièvre, par exemple. Oui, ou si on prend quelqu'un qui a le rhume, le nez bloqué, les oreilles bouchées. Voilà. Ça peut éventuellement altérer momentanément l'audition. Donc voilà, il vaut mieux être en bonne santé pour accorder. Ah oui, c'est vrai, oui, pour des musiciens pareil, hein, pour des musiciens. Et notamment parce que, bon, vous êtes très modeste, mais j'ai entendu vous jouer un peu, et vous êtes quand même un bon amateur avancé, et vous composez aussi la musique. Oui. Et je veux vous poser cette question, est-ce que vous sentez que votre métier vous fait développer votre oreille musicale, ou c'est réciproque, ou bien c'est inverse? Comment vous sentez que cette oreille d'accordeur et l'oreille du musicien, comment ces deux coexistent en vous? Oui, il est vrai que dans ma façon de composer, au tout début, c'était relativement chargé. Ce qu'on appelle les voicings, les intervalles choisis, les accords, les septièmes, les neuvièmes, etc. J'avais tendance à charger. Et avec le temps, avec l'accord aussi, je me suis mis vraiment à aérer complètement ces intervalles dans la simplicité qui donne une identité forte. Parce que sinon, voilà, c'est comme de la variété où vous apprenez un morceau, un chant, et vous voulez vous accompagner à la guitare. Alors vous avez une grille d'accords, puis vous faites les accords les uns à la suite des autres. Ok, ça fait du folk, ça fait un truc, bon, j'ai rien contre le folk, mais il y a encore la bonne manière de faire du folk et la manière un peu bateau, si vous voulez. Et c'est l'oreille qui compte, là. Donc là, dans l'exercice de la composition, on va aller forcément vers ce dépouillement, parce qu'on y trouve un grand plaisir, dans la reconnaissance d'intervalles simples, on y trouve un grand plaisir. Au début, on est tout content de maîtriser les 9e, les 11e, etc. Et à votre avis, donc les deux se sont connectés avec le temps? Oui, parce que... Votre oreille accordeur, vous accordez plus précisément maintenant, ou plus aéré qu'avant? Disons que le travail d'accord n'a pas été boosté par le fait d'être musicien. Être musicien, un certain romantisme, une certaine délicatesse de jeu, etc., ne sert pas beaucoup à un accordeur. L'accordeur va se concentrer sur un principe vraiment technique. Si vous voulez, celui qui règle les carburateurs de voitures de course va faire un travail extra, mais ce n'est pas lui qui va faire le meilleur temps sur le circuit, c'est le pilote. Mais voilà, et inversement, le pilote, vous le mettez dans les carburateurs, il ne va pas y arriver vraiment bien, quoi. Par contre, le mécano, il peut être un musicien comme vous. Ça fait plaisir. D'accord, voilà. je suis très impressionnée par cette expérience. Et en fait, aussi, je me souviens que vous avez dit que parfois les gens demandent un accord qui n'est pas standard. Et en fait, c'est intéressant de savoir, est-ce qu'il y a des demandes insolites parfois? Est-ce qu'il y a des demandes inhabituelles? Oui. Moi, je me souviens
de quelqu'un dans l'arrière-pays niçois. On m'a demandé déjà un accord avec un La à 427. Alors que, on le sait... 427, c'est très très bas. 427 Hz, c'est-à-dire 427 vibrations par seconde. Oui. C'est entre voilà, les bémols et les sols. Hein. Soi-disant, ça correspondait au nombre d'or, selon lui. Bon, je n'ai pas cherché à argumenter ou quoi que ce soit. J'ai bien voulu lui accorder son piano au 427. Encore qu'aujourd'hui, il y a une vague qui veut qu'on mette en avant le 432. Et donc j'ai plusieurs clients maintenant qui me demandent un accord au 432 Hz. Et vous le faites comment? Vous avez un diapason à 440? Alors il y a des diapasons qui existent, ce sont des diapasons qui vous donnent la fréquence de manière comme un petit boîtier, si vous voulez, électronique, pour la première note, j'entends. C'est pas pour accorder tout le piano, mais pour la première note, on peut avoir le 432. Donc vous faites la première note et après vous faites tout relatif. Bien sûr. Et le travail de l'accordeur, c'est ça. Sa qualité, c'est de pouvoir partir de n'importe quelle fréquence et partant de là, accorder n'importe quel instrument même. On m'a demandé d'accorder autre chose que des pianos. Et vous accordez quel instrument sinon? Les harpes, des petites sitars ou des choses... la harpe, en général, le harpiste, il apprend assez tôt à accorder lui-même son instrument parce que la harpe est fausse assez vite. Donc c'est comme une guitare. Le professeur de harpe à ses élèves donne quelques indications qui lui permettent ensuite d'être autonome pour avoir un instrument juste. Donc un harpiste, il peut éventuellement accorder un piano? Ah non. 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 C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi je pense qu'il y a beaucoup de cordes. Non, mais qu'il ait développé une oreille qui soit satisfaisante pour accorder, soit. Mais moi, il m'arrive, par exemple, d'aller chez des violonistes qui, en général, ont une bonne oreille, contrairement aux pianistes. Parce que les pianistes, ils ont l'instrument toujours accordé, donc ils ne font pas l'effort. Mais chez ces violonistes, eh bien, on s'est amusé, ils ont pris la clé, ils sont en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Ils entendent que ça ne va pas, bien sûr, parce qu'ils ont l'oreille, mais ils n'arrivent pas à caler la cheville au bon endroit. Et quand bien même ils la calent au bon endroit, moi j'arrive derrière et je fais ping, et la note, elle descend. Donc il y a un geste, si vous voulez, qui est synchronisé au travail d'écoute. Si c'est juste l'oreille, ça ne va pas, si c'est juste la main, ça ne va pas. Il faut l'oreille et la main. Et c'est quelque chose qu'on développe au fur et à mesure, on peut l'apprendre, ou c'est quelque chose qui... par exemple, quand vous avez commencé vos études, vous aviez ça tout de suite, cette réunion? Je vais vous dire, le premier piano qu'on nous a fait accorder, tous les élèves là-bas, ils avaient 14, 15 ans jusqu'à 19, moi j'étais dans la dernière tranche, on a mis 8 heures pour accorder un piano et l'accord était absolument... pas correct. Donc voilà, comment en arrivant comme ça, la gueule enfarinée, je dirais, dans cette école, en disant mais oui, mais moi je peux accorder, il n'y a pas de problème. En 8 heures, on fait quelque chose d'assez médiocre. Comment après 3 ans, en 1 heure, réussir à sortir un piano impeccable? Ça prend du temps. Ça prend du temps, mais c'est quelque chose aussi dont on est conscient de cet accord, si vous voulez, entre l'oreille et le geste. Oui, oui. Et on avait des très bons professeurs, donc ils nous ont vite recadrés. Par exemple, ça ne sert à rien de vouloir faire un accord trop fin au départ sur un piano qui est extrêmement faux ou extrêmement bas en tonalité. Il faut d'abord faire une sorte de gros débroussaillage pour le remonter à niveau, et à ce moment-là, la pression sur la table est quasiment correcte et définitive. Ensuite de ça, on peut affiner et faire un accord de finition. Et Philippe, dites-moi s'il vous plaît, à votre avis, quels sont les défis principaux? Qu'est-ce qui est le plus difficile dans votre métier, dans votre profession? Je dirais,
c'est pas forcément les concertistes, hein, parce que les concertistes sont très exigeants, mais ça se passe plutôt bien parce qu'on a un excellent matériel et donc on réussit assez aisément. Je dirais que là où ça coince un peu parfois, c'est quand on tombe sur certaines années de piano, par exemple Steinway des années 50, ou même certains Yamaha parfois sont pas faciles. Donc il y a certaines catégories de piano, certaines années aussi de la marque qui font que on sait que là on va prendre un peu plus de temps à accorder. Mais c'est juste une question de temps. C'est vrai que c'est plus difficile, mais voilà, avec peut-être 20 minutes ou une demi-heure en plus, on arrive à un résultat satisfaisant. Donc c'est certaines marques des années. Voilà, il y a des pianos qui sont quand même plus délicats à accorder. J'ai même un Pleyel qui n'est pas facile du tout. Il est très sympathique au niveau du timbre, mais c'est un piano qui est assez difficile. Ça ne veut pas dire que tous les Pleyel sont difficiles à accorder, attention. Certaines... Un Pleyel, c'est une bonne marque. C'est une bonne marque. Un beau son. Ouais, un son riche, un son plein. Les trois grandes marques, Pleyel, Erard, Gaveau, ont marqué le territoire français, et même au-delà. Et Philippe, est-ce que vous pouvez donner à nos abonnés, vous pouvez donner un conseil? Quand est-ce qu'on doit accorder son piano? Si on est amateur ou même novice dans la musique, comment savoir que le piano a besoin d'être accordé? Est-ce qu'il y a quelques consignes que vous pouvez donner à ce propos? Alors si soi-même on n'a pas l'oreille pour trancher, pour dire ça va pas, il y a peut-être un professeur de piano qui vient à la maison une fois et à qui on peut s'adresser pour dire est-ce que mon instrument est vraiment bien. Ça c'est une chose. Ensuite, il est vrai que l'exigence de certains pianistes, c'est pas la même que du pianiste voisin. Je dirais il y a un moment dans l'année où il faut faire un petit peu attention, c'est avant la mise en route du chauffage. On fait accorder son piano quand on en a envie et quand on en a le besoin. Mais si par exemple, vous savez que vous allez mettre votre chaudière en route ou que la copropriété va mettre une chaudière en route, attendez que cette chaudière soit déclenchée pour appeler l'accordeur et non pas une semaine avant. Et là, ça risque de faire un choc thermique, le piano peut être altéré. L'accord du piano peut être altéré par ce changement thermique. Et en général, les grands changements de température, ça peut endommager l'instrument comme piano? Les grands changements, oui. C'est-à-dire si un piano est entreposé dans une cave humide, par exemple, et puis que du jour au lendemain, il se retrouve sous une mansarde, dans un grenier très sec, vous risquez peut-être une fente au niveau de la table d'harmonie. C'est logique. C'est logique, c'est un risque. Il y a tellement des secrets dans ce métier. Moi, je trouve que c'est vraiment fascinant. Je ne suis pas accordeur, mais j'accorde ma guitare quand même. Ah, la bonne heure. Et là, je le fais toujours à l'oreille. Et là, je le fais toujours... j'écoute en fait pas si c'est plat ou il y a une certaine onde. Non, j'essaie de faire... comment dire, coïncider les couleurs. Oui. Et aussi les intervalles, hein, parce que oui. quand j'essaie des accords, je pense que j'ai reconnu un petit peu cette même technique. D'ailleurs, la dernière question, vous faites par les intervalles, n'est-ce pas? Le quart, quinte par exemple. Est-ce que après, vous faites les harmonies à 3 notes, à 4 notes pour vérifier de temps en temps, c'est ça? Alors, oui, en général, je joue 2 notes simultanément. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui est intéressante pour les basses, par exemple, c'est les dixièmes. Étant donné que, on accorde en descendant le Do du bas sur le Do qui est à l'octave au-dessus, et comme vérification, on peut faire la dixième, qui doit avoir un battement progressif. C'est-à-dire que si tout d'un coup votre Do est avec le Mi du haut, il bat plus lentement que celle-ci, c'est correct.
Mais si c'est l'inverse, Mhm. ça veut dire qu'il y a quelque chose à rectifier au niveau de l'accord. Bon, Philippe, Ouais. je vous remercie pour cette conversation très instructive et très intéressante. Bon. Pour le conseil, je vous remercie de la part de mes abonnés. Merci à vous, c'était un plaisir. Écoutez, écrivez-nous de ce que vous pensez, écrivez vos commentaires sous cette vidéo. Et de plus, si vous êtes dans la région, si cela vous intéresse de trouver un très très bon accordeur, bon, vous pouvez nous contacter, on vous transmettra les contacts de Philippe Estier, l'accordeur de Valbonne, l'accordeur mystérieux un peu et vraiment très très doué. Donc merci beaucoup Philippe Merci. pour cette rencontre.